Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette table ronde sur les nouveaux métiers de la donnée. Je suis avec Lionel Ploquin de la Direction Générale des Finances Publiques, Stéphanie Léoté de la SNCF et Alexia Audevar de Equito. On va prendre une petite heure pour vous présenter donc, et discuter autour des nouveaux métiers qui commencent à sortir et à se créer autour de la gestion des données, que ce soit calcul statistique, analyse des données, data visualisation ou autre. Donc on va commencer par passer la parole à Stéphanie pour qu'elle nous présente qui elle est. Oui, Stéphanie, pour nous présenter qui elle est et ce qu'elle fait. Donc Stéphanie Léoté, aujourd'hui je travaille sur la partie voyageurs SNCF, plus particulièrement sur le client. Donc mon travail aujourd'hui c'est plutôt d'essayer d'agréger toutes les données qu'on pourrait trouver autour du client, mais aussi toutes les données qui peuvent se rapporter au client, les trains qu'il a pris, tous ses voyages, éventuellement les produits qu'il peut acheter. Pour essayer justement de faire vivre au mieux les expériences de voyage de chacun de nos clients et puis essayer de savoir en fait ce qu'il peut vivre dans nos trains. Plus précisément, mon travail, c'est justement d'aller chercher quelle source de données, je travaille sur un data lake, quelle source de données peut alimenter notre data lake et puis comment finement nos data miners derrière peuvent travailler sur ces données pour créer des indicateurs dont ils ont besoin, etc. Et à partir de quelles données ils peuvent créer ces données. Donc oui, mon titre c'est Data Steward actuellement. Ce métier ça a été créé très très récemment chez nous, c'est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de mythe sur le sujet. C'est vraiment des choses qui se mettent en place progressivement dans notre entreprise. Maintenant, Alexia, donc, qui est data enthousiaste, donc un titre, comme tu le disais, qui est un peu créé spécialement. Voilà, donc ça marche. Donc je suis Alexia Audevar, je travaille au sein de la société Equito. On est une société toulousaine qui fait du conseil et du développement en informatique. Moi, je m'occupe particulièrement de toutes les missions autour de la valorisation des données. Donc, quand on parle de valorisation des données, ça va être à la fois le stockage, le traitement juste classique de corrélation, puis du traitement peut-être un petit peu plus magique avec du machine learning, du deep learning, etc. Et pour finir par de la visualisation. Voilà, je suis également la présidente du Meetup Toulouse Data Science. Donc c'est un meet-up où on se retrouve tous les mois pour faire des conférences autour de la data. Et voilà. Merci. Et donc pour finir, Lionel Ploquin, administrateur des données au sein de la DGFiP. Bonjour à tous. Alors moi, j'incarne également un de ces nouveaux métiers de la donnée dont on va parler pendant une heure. Donc je suis administrateur des données. C'est l'appellation dans le monde public de ce qu'on appelle dans d'autres univers le Chief Data Officer. Donc je suis censé avoir une vision globale de tout ce qui concerne de près ou de loin la vie et la valorisation des données à la Direction Générale des Finances Publiques. Donc la Direction Générale des Finances Publiques au sein du ministère des Finances avec les missions fiscales, foncières, domaniales, etc. Donc dans ce champ, je suis en charge de documenter la connaissance de la donnée, de faire partager la connaissance de cette donnée, de désiloter et décloisonner les données, de favoriser tous les projets de valorisation des données. Je jette également un œil, et plus qu'un œil, sur la mise en œuvre prochaine du règlement européen sur la protection des données personnelles. Je regarde tout ce qui concerne la protection des données personnelles avec le respect de la réglementation CNIL actuelle. Voilà, et je dois oublier quelques petites choses, mais l'idée, c'est d'avoir une vision globale sur un sujet transverse et un patrimoine commun que sont les données de l'organisation. Vous avez utilisé le terme de désiloter les données. Je ne sais pas si Alexia et Stéphanie, c'est un problème que vous rencontrez beaucoup dans le cadre de vos métiers, le fait que les données soient assez peu partagées, même en interne. Complètement. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a le monde
de la production ferroviaire, on a le monde de la distribution ferroviaire, et puis à côté, il y a un grand vide. Il faut réussir à relier en fait ces deux mondes, et du coup, c'est notre travail au quotidien, effectivement, pour pouvoir travailler au mieux pour tous, quoi. Oui. Et toi, Alexia, je ne sais pas si donc c'est un peu différent. On a des entreprises publiques, entreprises privées, mais grands groupes. Et donc Alexia travaille plutôt côté société de services. Donc comme ça, on a un panel assez large des différents métiers de ce qui existe. Donc si tu peux justement nous apporter ce regard un petit peu extérieur. Donc en fait, oui, il y a souvent des problèmes de silos de données. Et le début d'émission commence souvent par refaire une organisation plus dans les entreprises pour essayer de casser ces silos avant de pouvoir récupérer les données. D'accord. Une petite question, donc en termes d'organisation, comment vous êtes organisé côté DGFiP ou SNCF sur le traitement des données? C'est plutôt une structure centrale qui va traiter de manière transverse les données, ou alors ça reste encore justement chaque service qui va essayer de créer sa propre cellule data? Alors côté SNCF, on est encore effectivement très siloté et chacun a sa cellule data. Il n'empêche qu'on commence à organiser justement des rencontres régulières pour savoir ce que chacun fait de son côté, pour pouvoir échanger les données, pouvoir échanger les bonnes pratiques que chacun peut mettre en place de son côté et pour pouvoir ouvrir un petit peu les choses. Pour ce qui nous concerne, nous aussi, nous sommes un grand groupe à notre façon, en tout cas une grande organisation avec de multiples métiers. Donc notre souhait, notre organisation à date, c'est la volonté d'avoir un data lake mutualisé au niveau central, au niveau d'un bureau en charge des référentiels et toutes les problématiques d'administration, de mise en qualité des données, de documentation des données. Ça, c'est la base. Je retrouve là l'intervention de BPCE qui était tout à fait passionnante ce matin, est extrêmement inspirante. Donc les infrastructures doivent être désilotées, partagées et centralisées. Mais à ce stade, les équipes de data mining, les équipes décisionnelles sont aujourd'hui situées dans les métiers. Ce qu'il faut qu'on parvienne à mettre en place, c'est une couche de mutualisation entre ces différentes équipes décisionnelles et constituer, à mon niveau, une équipe d'experts qui puisse les aider à être à l'état de l'art en matière de méthodologie. D'accord. Et par ailleurs, on parle des silos de données, on parle des data miners ou des data scientists. Ce qui est important dans l'écosystème de la donnée, c'est d'identifier le besoin qu'on a d'experts juridiques, c'est absolument essentiel, et d'experts en matière de sécurité. Voilà, il faut également travailler avec ces gens-là et donc mettre en place une gouvernance qui fédère l'ensemble de ces acteurs, même s'ils sont dans des services différents. D'accord. Oui, ça c'est quelque chose, alors je pense que pendant la conférence sur le RGPD, ils en parleront beaucoup. C'est le besoin sur les juristes, c'est un métier qu'on n'associe pas directement avec la donnée, d'être expert juridique. Est-ce que vous voyez d'autres métiers ou chez vous qui arrivent, le data privacy officer, data anonymiseur? Alors ça n'existe pas encore, mais on voit qu'avec le RGPD, il va y avoir besoin d'anonymiser les données. Est-ce que vous voyez, ou Chief Data Scientist Officer, est-ce que vous avez de plus en plus de métiers comme ça qui se créent, ou est-ce que c'est plutôt des transformations de titres plus simplement et en fait les personnes restent les mêmes Alors, complètement, effectivement, la SNCF, c'est plus des personnes qui sont attirées par je dirais, le domaine de la data, qui veulent s'investir dans ce domaine-là, qui se mettent dedans et puis qui transforment un petit peu leur métier actuel. On n'a pas fait d'appellation spécifique, hormis aujourd'hui le Data Steward. On n'a pas fait d'appellation spécifique pour ces nouveaux postes-là, qui pourtant touchent à la donnée aujourd'hui. D'accord. Mon sentiment, c'est qu'il y a des nouveaux métiers, data scientists pouvant être qualifiés de nouveaux métiers, par exemple, mais il y a également des métiers qui se transforment et il y a des métiers qui sont réhabilités. Le métier de l'informaticien, à l'origine, l'analyste, tel qu'on pouvait le connaître aux origines de l'informatique, qui était quelqu'un de rédiger des spécifications, de faire un dictionnaire de données, qui travaillait énormément sur la sémantique. Tous ces savoir-faire autour de la sémantique sont remis au goût du jour avec la valeur de la donnée. Donc il y a une réhabilitation de métiers anciens. Effectivement, je partage l'avis de
de ma voisine, il y a des métiers qui évoluent. Par exemple, pour ce qui nous concerne, la cellule, le responsable des relations avec la CNIL, donc dans le cadre de la loi de 78, son rôle va profondément être transformé, mais c'est normalement lui qui va être la matrice du futur DPO, Data Privacy Officer, très clairement, mais avec un champ extrêmement élargi et avec comme mission le fait de s'assurer que le développement des projets prend en compte la privacy dès l'origine, privacy by design comme on dit. Donc un métier qui évoluera énormément. Et toutes nos cellules qualité et management de la donnée qui existent actuellement, ou gestionnaires de référentiels, vont devenir progressivement, avec un autre esprit et un champ élargi, des data stewards. D'accord. Et toi, Alexia, chez des clients, est-ce que tu vois justement de plus en plus de ces postes, de ces nouveaux métiers qui se créent ou... Non, parce que moi j'interviens essentiellement au début des projets. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de structure vraiment orientée data. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ces postes-là, mais je pense que dans le futur, forcément, ils vont être obligés d'arriver, quoi. D'accord. Et donc, tu es en avance, t'es plutôt sur une phase en amont sur les projets. Voilà. Et donc, tu pourrais en dire juste un petit peu plus ou donner 2-3 exemples, parce qu'en général, tu es plus sur la phase prototypage. C'est ça, oui. Et ensuite, l'industrialisation est faite par des clients ou par d'autres sociétés. Exactement. En fait, moi, j'interviens plus pour vérifier que la faisabilité d'un POC, donc d'une proof of concept. Donc du coup, je fais les premiers travaux et après, je laisse à des sociétés qui sont un petit peu plus grosses que la mienne pour mener ces projets pendant plusieurs mois. Donc tu es vraiment quelqu'un qui va les chercher dans les données au départ, voilà, et plus laisser ensuite... Exactement. Tu fais le travail entre guillemets un peu sale de chercher, d'avoir les bonnes idées et ensuite les gens sans aucune contrainte du coup. Voilà. Contrairement à la vraie vie où après il y a quand même quelques problèmes de sécurité et tout ça, nous pour l'instant on s'en soucie pas. La complexité, effectivement, est toujours industrialisée. Nous, je sais qu'on fait beaucoup de POC aussi et de PVM pour démarrer une appli, voir si ça fonctionne, voir si ça peut rester en place et si ça peut être développé. Maintenant, oui, l'industrialisation est toujours une partie complexe, que ce soit pour tous les projets, finalement. Ouais. Et dans l'organisation, vous êtes plutôt sur les mêmes équipes qui s'occupent de la phase amont et d'industrialisation, ou vous êtes plutôt sur des équipes, pareil, une cellule dédiée d'innovation, de recherche? Ça dépend finalement des projets. Côté data, donc je participe généralement à toute la partie POC et mise en place finalement des premiers use cases. Au moins pour orienter pour la donnée, puisque c'est ce qui est indispensable pour les premiers projets. Après, ils commencent à connaître et à appréhender mieux tout ce qu'on peut avoir comme données. Et donc, les projets se débrouillent un peu plus par eux-mêmes, mais au moins les aiguiller dans un premier temps. D'accord. Pour ce qui nous concerne, je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de cas type. Si je prends ce sur quoi nous avons plus travaillé, c'est-à-dire des modèles de scoring dans le cadre de la lutte contre la fraude, c'est très clairement l'équipe d'innovation Agile qui a fait les prototypes et qui les a enrichis et qui les a rendus opérationnels, qui va grossir et qui va mener à bien l'industrialisation et l'intégration dans nos process de ce modèle. Mais dans d'autres cas, on pourra avoir des équipes responsables du POC avant que ça passe à des équipes chargées de l'industrialisation. D'accord. En termes, on sent que sur les données, tout à l'heure on parlait de désilotage ou de communication au sein des équipes. En termes de processus de gouvernance des données, vous êtes organisé comment, quoi, savoir comment ça se passe un petit peu, si ça reste très Excel pour lister les fichiers, les fichiers ou les données existantes, ou alors si au contraire ça commence aussi sur ces process-là à s'industrialiser et avoir des solutions du marché. Effectivement, on est en plein dans le sujet de notre côté. C'est vrai que la partie Data Lake chez nous a été mise en place, ça fait maintenant 1 an et demi. Nos data miners avaient besoin d'un dictionnaire de données qu'ils ont fait sous Excel.
qui est toujours sous Excel, mais ça fait déjà quelques mois qu'ils nous disent c'est plus possible, on ne peut plus travailler avec ça, il faut absolument qu'on ait un outil. Donc, je suis également en charge de chercher un outil qui pourrait répondre à ce besoin, mais aussi aux besoins plus orientés métiers, qui justement, les métiers peuvent se poser des questions en se disant mais tiens, est-ce que j'aurai cette donnée à disposition quelque part? Donc on a vraiment une approche d'outillage très complet, on a besoin d'un outillage très complet et très... qui va de l'informaticien jusqu'au métier, donc avec une vision différente pour chaque personne, chaque profil. C'est pas simple, mais il y a des outils sur le marché qui devraient pouvoir répondre, donc on est en plein dans cette phase de recherche. Pour nous, cette documentation, c'est un objet essentiel. Effectivement, on ne peut pas parler de désilotage si on n'a pas une description du patrimoine des données et ensuite un accès possible et aisé à ce patrimoine à travers ce type d'outils. Nous, on est dans la phase de construction du dictionnaire. Il va falloir qu'on adopte un outil, donc on regardera de très près ce que vous pouvez faire. Et je pense que j'irai voir également mon collègue de BPCE qui a une plateforme extrêmement aboutie et des solutions qui semblent éprouvées. D'accord. Donc moi, j'ai vu différents clients, donc ils ont forcément différentes stratégies de gouvernance de données. J'en ai vu qui ont la même que vous, à savoir qu'ils ont un outil global, donc qui gère à la fois les sources de données externes au data lake et celles qui sont dans le data lake. Et là, actuellement, je suis sur une mission pour un autre client où ils n'ont pas d'outil du tout de gouvernance de données générale dans la société et ils veulent un outil de gouvernance uniquement sur le data lake. Donc c'est des points de vue différents après. Si je peux rebondir, la question portait sur la gouvernance et on a parlé de l'outillage. Alors, il y a forcément un outillage qui est le fondement de la gouvernance, mais la gouvernance est un petit peu plus complexe. Et ça entraîne une intervention humaine et des interactions entre acteurs de l'organisation, donc c'est pas trivial. Et il faut avoir une vision claire de la gouvernance et il faut absolument mettre autour de la table, en tout cas c'est le choix que l'on fait, les responsables métiers, la DSI, la direction du numérique, où moi je suis et qui porte les usages, les responsables de la sécurité, dont le rôle également doit évoluer autour de la protection de la donnée, pas uniquement des accès, et puis la fonction juridique, dont l'apport est absolument essentiel, plus l'audit et le contrôle interne. Et une bonne gouvernance de la donnée doit réunir autour de la table l'ensemble de ces acteurs, à notre sens. Oui, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, l'outillage ne peut être qu'une aide finalement à la mise en place de la gouvernance. Un support qui peut apporter beaucoup de choses, mais ne peut pas tout faire. Ouais, j'ai des exemples où on a une gouvernance de la donnée, on a le data lake, on a la partie technique. Après, par contre, ce qui manque, même avec l'organisation, c'est un peu l'impulsion. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour consommer les données des autres silos. Par contre, nous partager nos propres données, c'est moins évident. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous êtes confrontés et qu'est-ce que vous avez réussi un petit peu à donner cette impulsion, ne serait-ce que d'ouverture et de partage en interne, ou vous n'y êtes pas du tout confrontés? Aujourd'hui, c'est vrai que de notre côté, on a plusieurs data lakes. On n'a pas encore vraiment de partage entre chacun des data lakes, mais c'est une vision qu'on est en train de construire justement pour avancer. Après, c'est toujours compliqué. C'est fondamental. On a combien de temps pour passer ce sujet? On ne demande pas la recette miracle. Il y a un terme que je déteste, c'est propriétaire de la donnée. Le propriétaire de données, il a tendance à la conserver pour lui. Or, c'est juste le contraire qu'il faut faire. J'ai pas mal d'anecdotes de gens qui se sont repliés sur leurs données et qui, de ce fait, étaient fermés à des progrès absolument considérables qui auraient pu accroître leur valeur métier. Ça, c'est un combat, mais essentiellement culturel. Dans le secteur public, on est aidé par un mouvement puissant dont on a pas mal parlé dans le cadre du salon, qui est l'open data, la loi Le Maire. Et quelqu'un comme Henri Verdier, que de plus en plus de personnes connaissent, et qui a fait beaucoup pour acclimater les esprits à l'importance de l'ouverture des données, disait « Ouvrir les données, c'est déjà permettre à la personne du bureau d'à côté de connaître mes données, et vice-versa. Ça commence par ça. Ça, je crois que c'est valable pour toutes les organisations. Ça reste un combat, mais je pense que nous progressons. » D'accord. Donc ça, c'est...
On se rend bien compte que la gouvernance des données, c'est pas un sujet simple. Après, en termes de recrutement, quels sont les profils que vous recherchez, ou toi, Alexia, que tu sais rechercher sur la place, par exemple, toulousaine? Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Est-ce que les entreprises ont tendance à continuer à chercher le mouton à 5 pattes, data scientist, data miner, nettoyeur, data visualisateur? Ou est-ce que de plus en plus, on va chercher une fonction, quoi, un expert par fonction? Alors j'ai envie de dire que tout le monde recherche des data scientists. Oui. Sans forcément connaître vraiment ce que c'est que le métier de data scientist. Parce que le métier de data scientist, c'est à la fois quelqu'un qui maîtrise les outils informatiques, qui maîtrise des maths et les stats, et qui connaît le métier. Forcément, il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000, pourquoi? Parce que jusque-là, on n'avait pas de formation aussi bien de niveau universitaire qui permettait de former des data scientists, parce que ce métier, il existe depuis très peu de temps. Donc là, il commence à y avoir quelques formations qui forment des étudiants à ce nouveau métier. Mais pour l'instant, c'est essentiellement des gens qui viennent soit des maths, soit de l'info, et qui se forment par eux-mêmes pour réussir à avoir toutes ces compétences. Et de fait, il n'y en a pas autant que les sociétés les recherchent. D'accord. Mais les sociétés n'ont sûrement pas besoin à chaque fois d'un data scientist. Ils ont peut-être besoin d'un data analyst ou d'un data engineer. D'accord. Donc on a tendance pour le moment dans les sociétés à rechercher un petit peu des profils, le top du top, comme ça on sait que ça devrait répondre aux besoins, plutôt que de prendre le profil juste adapté. Vous partagez ou... Alors, de notre côté, c'est vrai que du coup, côté Big Data, on a pris une prestation sur je dirais plutôt un profil type architecture Big Data, plutôt technique. En dehors de ça, c'est plus des gens en interne finalement, comme je disais tout à l'heure, qui ont changé, qui ont bifurqué vers la data pour répondre aux besoins. D'accord. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore de besoins considérables, parce que je pense qu'on est vraiment à l'aube de la prise de conscience du potentiel de valeur et des gisements énormes de connaissances que l'on peut retirer. Du coup, nous n'avons pas encore des équipes décisionnelles, on va dire très, très volumineuses en effectif. Et donc, on a pour l'instant des besoins encore relativement réduits, par exemple, de data scientists. En revanche, ce que je constate, c'est qu'on en a un certain nombre, une dizaine, ce qui est peu, mais on n'a pas de difficulté à les recruter. Et pourquoi? Parce que, en tout cas, à ce stade, et en dépit de salaires relativement modestes, la variété et l'intérêt des défis cognitifs que l'on peut proposer font que des gens viennent travailler chez nous et sont extrêmement contents de faire une expérience et de travailler sur les sujets et les défis qu'on a à leur proposer. Mais à l'époque de la maturité, dans quelques années, on sera confronté au même problème que nos collègues des autres organisations. Alors comment faire? Est-ce qu'on peut identifier des profils en interne et les former en interne? Question que l'on commence à aborder, mais sans réponse à ce jour. Et à défaut de former nécessairement en interne toujours des data scientists, est-ce que vous pensez que les utilisateurs finaux vont peut-être, en fait, maintenant avec les outils qui sont dans le cloud, de plus en plus des Power BI, des solutions comme Tableau, en fait, l'utilisateur final devient un petit peu indépendant dans le traitement des données. Est-ce que vous voyez une évolution là-dessus, et qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? Oui, mais il y a quand même un stade entre la donnée brute et, je dirais, la donnée qui peut être utilisable dans le Power BI ou dans le cloud. Et toutes ces étapes, en fait, pour qualifier la donnée, la rendre propre, la rendre utilisable dans le cadre de leurs besoins, il faudra forcément quelques profils intermédiaires côté données, au moins pour fiabiliser finalement ces données. En effet, Tableau ou ClickView, on pourrait tous les citer, Power BI, ne propose pas de fonctionnalités pour faire du machine learning, à ma connaissance. Donc ça reste de la visualisation, certes joli, mais il n'y a pas de machine learning.
Donc, oui, il y a des catégories et des niveaux d'usage. Effectivement, faire de l'intelligence artificielle et machine learning, c'est sans doute hors de portée d'un utilisateur. Moi, ce que je constate, nous avons effectivement des utilisateurs de très bon niveau, des ingénieurs de sortie des meilleures écoles, qui disent à la DSI, je pense qu'ils n'ont pas tort, écoutez, votre job, c'est de me fournir les données propres, facilement accessibles, et ensuite je me débrouille, j'ai les outils, je les connais, je peux les utiliser. Donc nous avons cette catégorie d'utilisateurs, elle est plutôt en croissance dans un univers éducatif comme le nôtre. Et je pense que le cœur de métier de la DSI, effectivement, c'est de fournir des données propres et de qualité, et ensuite il y a des réutilisateurs. Ça, pour moi, ça évoque la stratégie de Data Platform, où la stratégie et la politique d'Open Data, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la puissance publique met à disposition de la collectivité, de la multitude, comme dirait Henri Verdier, des données qui ensuite sont valorisées, réutilisées, et d'ailleurs de plus en plus dans un cadre de co-construction et collaboratif. Et la DSI, elle est sur effectivement la qualité et la fourniture de la donnée, sa fraîcheur, son intégrité, etc. Il n'en demeure pas moins qu'un grand nombre d'utilisateurs dans la plupart des métiers n'ont pas atteint ce niveau et ont besoin d'une aide que peut leur apporter la DSI. À moyen, quoi, pour certains utilisateurs, le rôle de la DSI va peut-être évoluer un petit peu plus sur de l'accompagnement, de la formation de certains utilisateurs finaux, plutôt que de livrer des solutions clés en main de reporting statique ou autre. Quoi, vous voyez bien comment c'est émergé. Complètement. Aujourd'hui, en fait, on le voit bien, on a un projet, nous, qui démarre, et donc il y aura un accompagnement au départ des utilisateurs finaux qui sont côté marketing pour mettre en place les campagnes, mais à terme, ils utiliseront cet outil seuls. D'accord. J'avais eu la chance d'assister à une conférence de Gilles de Richemont, que vous devez connaître. Dans un certain nombre de métiers dans les vôtres, en fait, il n'y a plus de frontières entre l'acteur métier et puis le data scientist. Quelque part, c'est tellement intégré au métier, tellement poreux, qu'il y a une fusion de la chaîne du système d'information. Donc on est forcément en DevOps, on est forcément en agile, et les frontières un petit peu traditionnelles des métiers ont tendance à disparaître dans certains cas. D'accord. Parce que c'est le cœur du métier, la manipulation de la donnée en temps réel avec les 4V, etc. Nous n'en sommes pas là pour ce qui nous concerne. Je pense qu'il y a assez peu d'entreprises qui en sont là pour le moment. Une autre, est-ce que vous auriez un petit peu des exemples de projets sur lesquels vous utilisez les données, vous les réutilisez, que ce soit les vôtres ou pas? Je crois qu'on avait parlé de Yield Management, par exemple, côté SNCF. Alors, le yield, non, c'est pas forcément mon domaine, mais c'est pas grave. Juste, oui, effectivement, côté yield, je sais qu'ils sont en train de mettre des choses en place. Nous, les données, donc, c'est plus côté client, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait peur à tout le monde. On se dit, on collecte des données sur nous, on va tout connaître sur ce qu'on fait, tous nos voyages, etc. Mais il faut aussi savoir, c'est surtout savoir que nous, on utilise ces données pour savoir si le voyage du client s'est bien passé, si quand il appelle le service clientèle pour réclamer ou pour faire une opération quelconque, comment il a vécu ses voyages précédents, est-ce qu'il a été en retard, pour comprendre effectivement pourquoi il est pas content. Et ça nous permet derrière de faire des gestes commerciaux et d'essayer de rectifier un peu la ligne qui n'était pas forcément très bonne pour ce client. Voilà, donc c'est plutôt pour que le client soit mieux servi, plutôt que pour collecter des données et lui faire des campagnes de publicité à tort et à travers. C'est vrai que c'est un usage auquel on ne pense pas quand on pense collecte de données. En général, c'est vrai qu'on pense valorisation, marketing, et pas forcément parcours utilisateur de bout en bout. C'est vrai que pour utiliser les complètement aujourd'hui, en fait, c'est ça. C'est vraiment, on essaye d'intervenir dans le parcours du client au moment précis où il en a besoin, et pas plutôt on va faire une campagne pour promouvoir tel ou tel type de produit. D'accord. Alors nous aussi, avant de parler de lutte contre la fraude, nous aussi on a le souci du confort et du parcours usager. On dispose de données extrêmement volumineuses. On a des centaines de millions de contacts avec l'usager, soit qu'ils nous écrivent, soit qu'ils nous téléphonent, soit qu'ils laissent des traces sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Et puis on a également du marquage de nos sites avec tout un ensemble de balises qui nous donnent des points de souffrance et de douleur.
Ce sur quoi nous travaillons en ce moment, c'est effectivement d'agréger l'ensemble de ces données de façon à améliorer l'expérience utilisateur sous différentes formes, hein, en améliorant nos services en ligne, et puis en facilitant le travail de nos opérateurs qui répondent aux interactions par messagerie de façon que ce soit la réponse la plus pertinente qui soit restituée dans le cadre du contact. Donc on travaille sur ce sujet. Et puis en matière de lutte contre la fraude, hein, sur lequel on est extrêmement attendu pour le plus grand bien-être de la collectivité, la tendance aujourd'hui, c'est de dépasser nos silos de données traditionnels pour agréger de plus en plus des données externes, notamment des données qui viennent du reste du monde, hein, avec les données dans le cadre de FATCA ou des échanges de données sur les comptes détenus à l'étranger, également des banques de données sur les entreprises qui nous permettent d'établir des liens entre les dirigeants et ce qu'on appelle les organisations. Donc oui, aujourd'hui, explorer le territoire des données exogènes aux données que nous collectons nativement, c'est un enjeu. Et on commence à avoir des résultats intéressants. Toi, Alexia, tu as peut-être quelques exemples, non, ou pas pour Non, j'en ai pas vraiment, parce que je travaille sur des données qui ne sont pas liées à des êtres humains. Ouais, d'accord. Donc j'ai pas ce genre de problématique. D'accord, ou sur d'autres projets éventuellement, non, pas pour le... D'accord. Et on avait parlé lors des préparations également sur le côté des GFIP, sur les données fiscales pour des prises de décision économiques. C'est vrai que là, on pense plutôt côté trésor public, collecte, mais en fait, il y a beaucoup d'autres missions où en fait la donnée sert plus de manière proactive également. Ce qui nous caractérise, enfin nous collectons, encore une fois, je ne vais pas me risquer un chiffrage en volume qui de toute façon doit être obsolète depuis la dernière fois. Et nous collectons énormément de données dans le cadre de nos missions fiscales. Et ces données permettent d'asseoir, de collecter et ensuite de contrôler le respect des obligations fiscales. Mais on s'aperçoit de plus en plus que ces données sont un véritable trésor pour appréhender la santé économique ou l'absence de santé économique d'un secteur, notamment sur un territoire. Et ce que nous faisons de plus en plus, c'est d'utiliser ces données récoltées à des fins fiscales pour en tirer de la connaissance qui ensuite va irriguer les chambres de commerce et d'industrie, les acteurs économiques locaux, pour qu'ils orientent l'allocation de leur aide ou qu'ils viennent en aide de façon proactive à des entreprises potentiellement en difficulté. Alors ça, c'est un petit peu touchy, parce que, évidemment, ça veut dire qu'on peut être relativement intrusif dans la connaissance proactive de la situation d'une entreprise, mais ça peut être extrêmement utile pour éviter, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, avec beaucoup de bon sens. Moi, j'inscris ce que je viens de vous dire dans un cadre plus général que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui est la stratégie de l'État-plateforme. C'est-à-dire désiloter les données, non seulement au sein d'administrations comme la DGFiP, mais au sein de l'État tout entier, pour offrir un meilleur service aux usagers particuliers et entreprises. Et il y a un autre sigle, ou une autre formule qui est extrêmement intéressante, qui est la conséquence logique et normale de cette fluidité des données, c'est dites-le nous une fois. Qu'est-ce que ça veut dire, dites-le nous une fois? Et ça, c'est un vrai cas d'usage de valorisation de la donnée à travers sa circulation fluide. C'est qu'une information que vous avez donnée à l'administration, il n'y a aucune raison que vous deviez la donner à une autre administration pour un autre besoin. C'est d'ailleurs une des prescriptions, c'est dans l'article 90 de la loi Le Maire, vous pourrez vous y référer si on vous demande une information que vous avez déjà donnée. Donc oui, utiliser l'information, alors avec le consentement de l'usager, et toujours dans un cadre légal. Nous sommes extrêmement soucieux de la protection de la vie privée et d'utilisation des données dans un cadre légal. Mais sous cette réserve, il faut que la donnée collectée serve pour le bien public et pour l'ensemble de la collectivité. D'accord. En étant désiloté. Oui. Une petite question sur laquelle on n'est pas revenu au début, que j'aurais pu vous poser dès le départ. Comment vous en êtes arrivé administrateur général des données, data steward ou data statisticien? Est-ce que vous avez eu des cursus alors universitaires, a priori pas trop classiques, vu que ça n'existait pas? Donc juste un petit peu nous réexpliquer les parcours que vous avez fait, point de vue pro ou études,
Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens dans la salle pour en arriver là également? Donc moi j'ai un Master 2 en génie logiciel, donc c'est un Master 2 en informatique. J'ai travaillé 8 années à peu près à faire du développement en Java, si ça parle à certains d'entre vous. Donc c'était vraiment de l'informatique de gestion. Et puis j'ai eu l'occasion de faire une mission en data visualisation. J'ai trouvé ça un peu sympa. Et puis j'ai eu d'autres missions en data visualisation. Puis après, bon, c'est sympa, mais ça change pas beaucoup la data visualisation. Donc là, je me suis dit que j'allais essayer de faire parler les données. Donc j'ai commencé à suivre des MOOC. Donc les MOOC, c'est des cours en ligne sur le machine learning. Donc moi, je peux vous conseiller de suivre le MOOC de Andrew Ng sur Coursera, qui est un MOOC un peu dur à suivre parce qu'il y a beaucoup de concepts mathématiques, mais qui explique plutôt bien pas mal d'aspects du machine learning. Une fois que j'ai fini ce MOOC-là, je me sentais toujours pas capable de faire du machine learning dans un contexte professionnel. Donc j'ai fait d'autres MOOC. J'ai fait un MOOC sur la plateforme EDX. Donc c'est un concurrent de Coursera. C'est une plateforme aussi américaine. C'est un MOOC du MIT qui s'appelle Analytic Edge. Et celui-là était beaucoup plus sympa parce qu'il était plus pratique. En fait, il y avait des données et à chaque fois, on essayait de voir une partie du machine learning, mais sur des cas concrets. Donc en plus, souvent, c'est des histoires vraies. Donc c'était assez ludique. Et puis au milieu, il y avait une compétition Kaggle. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la plateforme Kaggle. Donc c'est une plateforme de concours de data science. Donc il y a des sociétés qui mettent des jeux de données à disposition des personnes inscrites sur la plateforme. Donc n'importe qui peut s'inscrire. Et ils énoncent leurs problématiques et à nous de trouver la meilleure solution pour résoudre leurs problèmes. Donc on leur envoie notre fichier de résultats. Par exemple, si c'est pour prédire le prix d'une maison, on leur envoie donc ils nous donnent un fichier de jeu de test. On fait tourner dessus notre algorithme de machine learning. On leur envoie notre résultat. Eux, avec une fonction de scoring, ils arrivent à savoir si on est loin ou pas du résultat attendu. Et de là, il y a un classement. Donc, ça nous permet, de manière ludique, de voir pas mal de choses autour du machine learning. Donc voilà, donc j'ai fait ce MOOC-là. J'ai pris goût un petit peu au concours. Donc j'en ai fait quelques-uns après. Donc ça, c'était un bon exercice. Et puis, plus récemment, vu que le deep learning, on en entendait beaucoup parler. Pourtant, je m'étais promis de ne plus faire de MOOC parce que ça prend beaucoup de temps. Je me suis inscrite au MOOC d'Udacity. Donc, c'est une autre plateforme américaine. Donc ça, c'est des nanodegrés. Donc, c'est des MOOC qui durent 6 mois, qui demandent pas mal d'investissement, entre 8 et 20 heures par semaine, selon les semaines, selon le temps que vous avez aussi, parce que c'est comme tout, on peut aller dans tous les détails ou pas. Et du coup, j'ai terminé, je crois, en fin juin. Donc voilà, donc j'ai une compétence en plus deep learning. Ouais. Donc voilà, donc mon parcours, c'est essentiellement un peu mes études et puis beaucoup de travail personnel avec ces plateformes-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des grandes entreprises qui ont des besoins en data analyst, data engineer, data scientist. Et c'est impossible pour eux de virer toutes les personnes qui sont chez eux et d'en prendre des toutes neuves qui sont déjà toutes formées. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des partenariats avec Udacity et puis ils ont payé à leurs collaborateurs ces formations-là, quoi. Donc la formation Deep Learning qui dure 6 mois, elle coûte 600 €. Donc à la fois 600 €, c'est beaucoup pour un particulier, mais pour une entreprise, c'est peut-être pas forcément si cher que ça. Donc voilà. Et maintenant, il y a des plateformes françaises. Donc vous avez Fun. France Université Numérique. France Université Numérique, pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas. On a une autre Open Classroom. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des plateformes françaises et qui proposent pas mal de MOOC autour de la data. Donc si vous êtes allergique à l'anglais, ça peut être une solution pour vous y mettre plus facilement. Voilà. Alors pour ma part, en fait, j'ai un parcours complètement différent.
Voilà, j'ai commencé, moi j'ai fait un DUT informatique à Nantes d'ailleurs, et puis je suis rentrée à la SNCF en 2000. Alors j'ai eu un parcours de développeur, et puis petit à petit j'ai évolué dans l'entreprise et j'ai fait différents postes, différents sujets autour soit de la distribution, soit de la production ferroviaire, d'information voyageurs, etc. Et puis, du coup, j'ai repris aussi mes études. Actuellement, j'ai un master concepteur architecte informatique CNAM et je finalise un diplôme d'ingénieur CNAM. Voilà. Et du coup, dans le cadre de ce diplôme d'ingénieur CNAM, j'ai fait ce qu'on peut dire une mission aussi à la SNCF qui était autour, alors un peu de database, mais aussi de justement mise en forme au préalable. C'était récupérer en fait les informations sur les bornes libre-service en gare. Donc, que font nos clients sur les bornes libre-service en gare? Pourquoi en fait ils vont au bout? Pourquoi ils ne vont pas au bout de la vente? Dans quel cadre, etc. Voir tous les parcours qu'ils peuvent faire. Et du coup, au bout de cette mission, on m'a proposé finalement de passer au poste de Data Steward par rapport effectivement à ma connaissance des différents domaines. Production, information voyageur, distribution, etc. Référentiel. Donc, en fait, avoir un panel de connaissances, je dirais, large pour justement pouvoir mettre tout ça dans un même paquet et puis les marier entre elles, quoi. Donc je comprends que vous êtes lauréate de concours Kaggle. Non, pardon. J'aimerais bien, mais non. Parce que effectivement, c'est vraiment une référence absolue, ces concours. En général, ceux qui gagnent, c'est ceux dont c'est le métier. Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. D'accord. Peut-être, avant de dire un mot sur mon parcours, à l'occasion d'un message, à ce stade de la table ronde, je crois que les bonnes équipes de décisionnaires sont des équipes qui savent mixer les profils, oui, avec des profils statistiques, des profils plus informaticiens. C'est peut-être une tarte à la crème que je dis, mais c'est aussi l'occasion de le rappeler pour qu'on n'oublie pas ça. Des gens qui connaissent bien le métier, puis des créatifs. Et donc potentiellement des littéraires. Et la bonne équipe, c'est celle qui marie et qui fait fonctionner ensemble dans un cadre agile l'ensemble de ces profils, de ces compétences et de ces apports. En plus, ça se constate dans la vraie vie. Oui. C'est bien ces équipes qui obtiennent les meilleurs résultats. Pour ce qui me concerne, ça fait 20 ans maintenant que je suis tombé dans le système d'information sans avoir pu en ressortir, mais je suis ravi. Et à la base, j'ai une formation plutôt juridique et littéraire. Et ça renvoie à une notation que j'ai pu faire tout à l'heure sur l'importance de la sémantique des données. J'ai vu au cours de mon passage dans l'informatique et même avant, énormément de projets qui plantaient parce que les interfaces n'arrivaient pas à fonctionner et parce qu'à la base, on n'était pas suffisamment performant sur les problématiques de description de la donnée, de sémantique et de passerelle entre des systèmes d'information et des grammaires différentes. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir une place dans ces équipes pour des profils d'archivistes, de documentalistes ou autres. Et d'ailleurs, je me souviens d'une table ronde passionnante à laquelle je participais, où il y avait des archivistes, et on arrivait à parler exactement le même langage que les archivistes, avec les mêmes problématiques autour de la sémantique. Et en fait, c'est du littéral qui permet de décrire de façon non ambiguë une réalité objective. Et il n'est pas neutre de savoir que le saint patron, tout en restant dans un cadre laïque de l'informatique, est un moine du 6e et 7e siècle qui vit en Espagne, dont vous m'excuserez, j'ai oublié son nom, mais qui avait rédigé un codex, c'est-à-dire une table à l'époque qui décrivait la connaissance du moment. D'accord. Donc, ouais, comme vous disiez, les équipes, je pense que c'est, avant de passer à la séance de questions-réponses, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément un bon métier sur la data. Les équipes de plus en plus, c'est pas un mouton à 5 pattes qui va être capable de tout faire. Il faut des équipes avec des profils plutôt hétérogènes que la mayonnaise prenne au sein de l'équipe. Et il n'y a même pas forcément que des profils informatiques. Il faut des personnes qui connaissent le métier, des personnes qui connaissent la loi, qui sachent comprendre les autres et se faire comprendre. Parce que oui, sur les interfaces, quiconque en a eu une affaire, le sait très bien.
Et surtout, également, on le voit dans vos deux parcours, Stéphanie et Alexia, c'est pas parce que notre entreprise nous propose pas de formation, qu'il n'y a pas quelque chose sur étagère, que c'est impossible de monter en compétences comme maintenant, il y en a de plus en plus. Je crois que tu as sorti à peu près les trois plateformes étrangères et les deux là-dessus qui existent et qui sont super intéressantes et super riches. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot avant qu'on passe aux questions-réponses avec la salle. Je voulais juste dire qu'en fait, il ne faut pas voir ça avec des gros yeux et se dire on va mettre ça en place de manière très stricte. En fait, il faut y aller chacun à son rythme, par petits bouts, et puis naturellement, ça se fera et les gens viendront naturellement en fait dans ce domaine. D'accord, merci. Donc maintenant, si vous avez quelques questions, Ah, vous y rajoutez. Non, je suis désolé. Non, je pense que le temps ne s'arrête pas. Enfin, c'est un domaine où tout évolue chaque jour. Je crois que les métiers d'aujourd'hui ne sont pas forcément totalement ceux de demain, encore moins ceux d'après-demain. Bon, encore une fois, c'est une tarte à la crème, mais je crois que c'est particulièrement vrai dans ce domaine de la maîtrise, de la connaissance et de la valorisation de la donnée. D'accord, merci. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle s'il y a des personnes qui ont des questions. Bonjour à tous et merci pour vos interventions. J'aurais une question plutôt sur la définition des termes. On entend data scientist, data analyst, data engineer. Personnellement, j'en ai une vision pas suffisamment précise. Est-ce que vous pourriez me donner plus de précision concernant ces trois fonctions? Alors, je vais essayer, mais j'ai tendance à mélanger le data analyst et data engineer. Il y en a un, donc il me semble que c'est le data analyst. C'est quelqu'un qui maîtrise les maths, les stats et le métier. Le data engineer, c'est celui qui va maîtriser le métier et l'informatique. Et le data scientist, c'est celui qui va maîtriser les trois domaines. Après, si je peux me permettre, j'ai l'impression avec ces terminologies, il y a surtout les terminologies telles que tu le donnes. Oui. Moi, personnellement, je ne les connaissais pas forcément. J'aurais eu tendance à répondre que les mettre dans le même paquet. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui les utilisent un petit peu de manière tournante et qu'il vaut peut-être mieux regarder ce qu'il y a réellement dans les activités plutôt que le titre sur la carte de visite. Surtout sur des métiers, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est toi qui disais que tu étais data enthousiaste parce que justement, data analyst, tout ça, c'était... Oui, parce qu'en fait, je fais un peu de tout, donc du coup, j'aimais bien data et enthousiaste. Oui. Mais oui, la différence, voilà, c'est les maths, l'informatique et le métier. Et en fait, selon on se situe entre les croisements des cercles, ça fait les métiers à peu près. D'accord. Dans les grandes lignes. Vous parlez des nouveaux métiers de la donnée. Donc là, on parle quasiment que de data scientist, DSI et tout ce que côté technique. Est-ce que vous pensez que les nouveaux métiers de la donnée, c'est aussi le data commercial, le data marketing, data stratégiste, data, je sais pas, la veille data, etc. Tous ces autres métiers qui sont justement pas autour de la technique, mais de l'usage. Complètement. Nous, aujourd'hui, on a du data marketing, si on peut appeler ça comme ça, même si on ne le nomme pas comme ça chez nous à la SNCF. Ce sont nos équipes marketing qui poussent pour aller chercher telle et telle donnée parce qu'ils en ont besoin pour leur projet de marketing. Et voilà, du coup, nous, côté informatique, on répond à leurs besoins en leur apportant ces données, en leur mettant à disposition. Mais c'est eux, à la base, qui nous demandent les données. Si je peux compléter, moi je vous rejoins. D'abord, c'est une excellente question. Je rejoins totalement. Là aussi, il faut désiloter. Il n'y a pas des métiers hors de la donnée, des métiers avec la donnée. Et il y a aussi une dimension culture de la donnée qui doit irriguer l'ensemble de l'organisation et de plus en plus. Et parfois, effectivement, notamment dans la fonction marketing et connaissance client, il
Il n'y a pas une frontière très évidente. Ça va être extrêmement poreux entre celui qui prend la décision en matière de marketing et celui qui est capable d'exploiter nativement la donnée, et la donnée la plus fraîche et la plus brute possible. Donc, je crois que c'est une bonne approche, effectivement complémentaire de l'interrogation sur les métiers de la donnée. Ça doit irriguer et diffuser toute l'organisation, surtout sur ses fonctions. Et également dans la stratégie. La stratégie doit de plus en plus être prise en s'alimentant à des données et non pas avec de l'intuition. C'est data-driven stratégie. Les organisations doivent de plus en plus prendre leurs décisions en se fondant sur l'analyse des plus grands volumes de données les plus fraîches possibles avec le plus d'informations possible. Bonjour. Pour le métier de data steward, en fait, vous êtes plus sur l'architecture, plus sur de l'architecture de données, ou est-ce que vous êtes plus côté métier, enfin, vous comprenez les règles métiers, ou vous êtes un petit peu... À la croisée des chemins. Je comprends les règles métiers, j'ai aussi de l'architecture et de la technique. En fait, c'est un petit peu... Après... Le métier de data steward, c'est pareil, ça peut être une définition, chacun en fait ce qu'il veut. Nous, notre besoin, c'est vraiment une partie technique, une partie métier, donc c'est un petit peu mélangé. Ça dépend des besoins qu'on a à mettre en œuvre, parce que ça peut être très technique ou parce qu'il faut mettre un flux en place pour alimenter notre data lake. Et là, je participe effectivement avec nos architectes pour la mise en place de ce flux. Et ça peut être très métier parce que les data miners ou les... Alors oui, nous, on a des data miners. Voilà, nous disent on aimerait bien construire un indicateur, on aura besoin de ça. Est-ce que tu penses que c'est mieux de prendre ici ou là, suivant les tables qu'on a à disposition, les données, comment elles sont alimentées. Voilà. C'est un métier orienté DevOps, quoi, si on peut dire. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Non, j'ai cru. Non. Je vais vous remercier pour cette table ronde, pour votre temps et puis pour les réponses que j'espère ont répondu. Merci beaucoup.